Typiquement, un Jeff Lowe, après un voyage en Europe, va ouvrir Octopussy. Et en fait, il a, lui, l'intelligence de se dire que la pratique en elle-même, ça va être de passer en libre la partie rocheuse pour aller chercher des tentacules de glace. Et c'est là, en fait, que le concept de drive tooling, pour moi, va naître. Donc, effectivement, c'est d'une volonté, à un moment donné, d'un grimpeur qui a cette vision sportive, de dire, mais non, c'est pas uniquement pour aller chercher de la glace, mais ça va faire partie intégrante du jeu. Tom, c'est vraiment un super alpiniste qui a un énorme niveau en haute montagne et il avait envie de se faire un petit spot d'entraînement juste à côté de la maison, en plein milieu des Dolomites. Et donc il a équipé ce grand toit avec notamment la voie la plus dure du monde actuellement, qui est un D15 qui fait une immense traversée dans un toit de 50 mètres. Et il a enchaîné il n'y a pas longtemps, donc moi j'avais envie d'aller voir ce que ça valait. Et en effet, c'est vraiment une voie super dure parce qu'il y a des grands mouvements sur des prises naturelles et sur 50 mètres, il faut vraiment tenir la distance. Ça commence à être long. Encore un move là, et j'en ai fini avec cette satanée voie. Woohoo! Yes! I got it finally! Woohoo! Une chose qui est géniale dans le dry, c'est qu'il n'y a pas de contraintes. L'escalade en cascade de glace, ce ne sont que des contraintes. Ce sont avant tout des contraintes météo, des contraintes de terrain, des difficultés d'approche. Tout est compliqué dans la cascade de glace. Ouais, toujours prendre son parapluie quand il y a l'avalanche. Et son arme. J'adore ce départ. En plus, avec les problématiques de réchauffement climatique, de saisons qui sont moins stables, on a du mal à savoir exactement ce qui se passe dans nos hivers, mais on sait que c'est de plus en plus compliqué. Et puis d'un coup, il y a ce sport, cette pratique, le dry tooling, qu'on va pouvoir pratiquer par tout temps, en toute saison et en toute sécurité. Donc l'activité ne peut qu'exploser et ne peut être qu'appréciée et vachement ludique à côté de la cascade de glace. Laurent Girousse nous a offert vraiment ce spot de l'Arche. Cette année-là, les conditions étaient tellement mauvaises pour faire de la cascade de glace ou même aller en montagne. Et là, c'est un super spot avec un gros dévers qui fait 30 mètres de haut, avec plein de stalactites de partout. C'est Disneyland, hein, c'est le paradis des grimpeurs. C'est vraiment le spot de la décennie. Et donc là, on a passé 2 jours à équiper. Donc on a mis des speeds. Donc c'est vraiment la pratique moderne qu'on a maintenant du dry qui nous permet de se faire plaisir de stalactite en stalactite. Il est pas pire ce petit relais, hein. C'est bien, hein. Mais moi, je me souviens qu'à un moment donné, je pense que le dry a eu peut-être du mal à créer ses lettres de noblesse et avait toujours besoin qu'il y ait un peu des glaçons qui pendent avant que peut-être votre génération arrive et s'en affranchisse complètement et dise « Mais nous, on s'en fout, on fait du dry. » Oh là là, c'est... On était un peu léger en bordel, je trouve. Du coup, les ouvertures en gorge de la Biesse, ça a permis en fait de faire des grandes voies. Ça fait 250 mètres la face,
en dry pur, donc c'est vraiment du rocher. Et la première qu'on a fait, là, donc c'était Biesta-Culotte. L'an dernier, on a rouvert une nouvelle voie. Donc le Prince Volant, là, dans le même secteur, et dans une ambiance, un gaz, c'est exceptionnel. Donc du coup, c'était une bonne approche pour les grandes voies. Et on a ouvert par contre une voie plus accessible à tout type de personnes. Vraiment, c'est abordable. On a mis des spits, vraiment, c'est typé école. C'est quasiment tout troué, mais ça laisse l'opportunité de grimper une grande voie de dry accessible. Vraiment, dès le début de la pratique en dry, on peut se lancer dans cette aventure. En littérature, on parlerait d'oulipo. Je ne sais pas si ça vous parle de ça. On se met des contraintes. On va écrire un livre sans utiliser la lettre E. Et puis on écrit un livre sans utiliser la lettre E. Ça s'appelle la disparition. À la limite, le dry culling, c'est de l'oulipo. On fait de la cascade de glace sans glace. Tout gelé. Grimpe avec les mains. Chibouzou, c'est une grande voie vraiment sportive et moderne dans le sens où tout est spité, il y a des longueurs où la glace est vraiment indispensable, mais à côté de ça, il y a des longueurs entièrement en dry, sur prise naturelle. Après, on se fait vraiment plaisir parce que tout est spité, donc ça permet vraiment de travailler sa technique. Et c'est une super voie pour avoir une bonne approche pour la montagne, parce que vraiment on est dans une face entièrement safe, il n'y a pas de souci au niveau des conditions d'approche, ou même on peut y aller par tout temps. Putting dry tooling into the scene and training with dry tooling, it's like a logical development. There is less ice to climb. It's still cold. You don't want to climb with your hands. Yeah, you just go without the ice and you just go on with your ice axes. I think that's cool. Woohoo! That's good. Finally. The World Cup brought me to where I am today. Because of the World Cup, I'm able to train. We're able to get a little bit of funding from our national federation and also a little bit of recognition. And because of all this together, we could actually be here and travel around. And also the training itself makes you stronger for the outdoors itself. Donc la version sportive du dry est vraiment née à Pont-Rouge. Donc il a fallu aussi inventer des cotations. Le grade maximum en glace, c'était le grade 7. Donc forcément, au-dessus du grade 7, on a inventé une cotation qui s'appelait M8, Mix 8. Et c'est beaucoup plus tard qu'en fait, on a commencé à remettre des grades en dessous. Donc aujourd'hui, vous trouvez facilement du M4, du M5, du M6. Mais à l'époque, c'était impensable. On allait jusqu'au grade 7 en glace et on démarrait au M8 en dry. mai 2000, on se retrouve sur le glacier de Pistal pour une compétition. Et là, avec Dédé, on en discute vite fait et on se dit, mais là, il faut absolument qu'on travaille sur les piolets. Là, à l'époque, on avait des piolets manche droit, donc on n'avait pas ces ergots qu'on a à l'heure actuelle. Là, il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'au pire, Wilged, il avait mis une vis, mais c'était vraiment, vraiment douloureux. Et donc, l'idée, c'était de commencer progressivement à incliner la main pour avoir une meilleure préhension en fait. Et donc on est allé en fait à l'atelier chez ma grand-mère au sous-sol là, et puis on a commencé à se bricoler des manches.